Voilà, super. Bon. Merci, merci beaucoup pour votre invitation à intervenir dans cette assemblée. Et euh, évidemment, bon, cela disons, c'est une préoccupation qui me touche d'autant plus qu'effectivement, le travail de la culture est au centre de mes travaux. Et je pense que c'est effectivement ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est la conviction que la culture n'est pas simplement un outil instrumental, mais vraiment un enjeu de société. On le sait, bon, à la fois en termes de développement humain, mais aussi en termes de développement économique et aussi donc politique. Et donc, à la fois nous en sommes convaincus, et à la fois on peut aussi constater, c'est un peu le paradoxe, une difficulté de développer ce travail de la culture. C'est aussi, si on parle d'accès à la culture, si on parle d'accompagnement des populations à la culture, si on parle de développement culturel, c'est aussi à un moment donné pour pointer aussi une difficulté à prendre en compte cet enjeu de la culture. Et mon rôle peut-être un peu ce matin, peut-être un peu en décalage, puisque je suis évidemment avant tout un chercheur, donc je vous renvoie des questions, je n'ai pas les réponses, ça peut être aussi un peu frustrant, mais de vous renvoyer à ces questions-là, c'est aujourd'hui comment justement développer cette question du travail de la culture. Et entre autres, puisque principalement, justement, les personnes qui sont représentées ici sont des personnes appartenant à la fois au champ social et culturel, justement, comment dépasser cette division entre le champ social et culturel ou l'appartenance sociale ou culturelle. Euh, Déjà, pour pointer, et d'une autre manière, donc comment en dépassant cette division, développer vraiment un travail de la culture. Je pense qu'il y a cette nécessité aujourd'hui. Elle est d'autant plus difficile à dépasser cette division, d'une part parce qu'elle est à la fois historique, elle est institutionnelle, elle est aussi culturelle, elle est aussi dans nos représentations. Alors elle est évidemment institutionnelle, puisque historiquement, il y a eu justement une division, il y a près d'un demi-siècle, entre le ministère de la Culture et le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a conduit à dissocier les pratiques professionnelles et entre autres entre la dimension qu'on appelle artistique professionnelle et la dimension qu'on appelle amateur. Voilà. Donc là, il y a déjà une première division qui s'est séparée entre ce qui pourrait effectivement être un art soutenant la création, la professionnalisation, et de l'autre côté, le champ social et culturel ou socioculturel avec l'animation socioculturelle. Donc là, il y a une division, ce qui est assez ou un choix institutionnel et politique, et sur lequel finalement nous vivons toujours. Hein, et qu'on n'arrive pas à dépasser puisque ces divisions apportent une sectorisation professionnelle, une sectorisation des financements et donc aussi des dispositifs et qui évidemment divisent entre... et donc cette division institutionnelle amène aussi une division socio-professionnelle avec des corps de métier dans les deux champs respectifs. Donc je ne vais pas faire la liste de tous les métiers représentés, mais ils sont de plus en plus vastes, hein, entre les opérateurs culturels, les agents de développement, les gestionnaires de structures, les animateurs socioculturels, en passant par les consultants, l'ingénierie culturelle, etc. Le secteur s'est largement professionnalisé, mais en se professionnalisant, il n'a pas non plus réduit finalement cette coupure entre le champ social et culturel, mais peut-être même d'une certaine manière l'a accentué. Donc il est toujours aujourd'hui difficile de sortir de ces représentations qui se sont cristallisées autour de fonctionnements légitimés ensuite par des missions et qui finissent par afficher comme évidence cette séparation et qui amènent des représentations. Alors on va dire par exemple, on va apporter la culture aux personnes défavorisées ou la culture aux quartiers populaires ou permettre d'accéder à la culture. Et vous savez aussi que cette division va effectivement dans les représentations produire une logique là aussi de segmentation entre ce qui serait la culture légitime, hein, la culture entre autres artistique, l'excellence culturelle, et puis ce qui serait la culture non légitime ou la culture populaire ou une culture amateur. Donc on vit toujours quelque part sur ces représentations-là, même si on cherche à les dépasser, et qui est liée effectivement à la fois à cette histoire institutionnelle, politique et professionnelle. Et d'une certaine manière, l'art est
apparaît comme norme de ce qu'est ou non effectivement la culture à travers ses dimensions d'excellence artistique. Et donc ces divisions-là a généré aussi donc, ce qu'on pourrait appeler le milieu du culturel, si nous définissions le culturel par les personnes et les organisations qui vivent d'un métier en rapport à la culture. J'en ai présenté quelques énoncés il y a un instant. Cette question de légitimité culturelle se pose à chaque fois, par exemple, quand il y a des événements culturels, des programmations, et a été d'une certaine manière cristallisée autour de débats depuis une trentaine d'années, autour de ce qu'on appelle la démocratisation culturelle et la démocratie culturelle. C'est un débat qui est apparu depuis les années 80. La démocratisation culturelle, donc, présentant l'accès à la culture, entre autres par la mise à disposition de cette culture légitime à travers des lieux dédiés. C'était le rôle des maisons de la culture, entre autres. Et selon donc la vision de rapprocher les publics des œuvres artistiques majeures à travers le maillage déconcentré de ces lieux. Donc c'est à légitimer quelque part ce dispositif de démocratisation culturelle des lieux. Enfin, il est passé avant tout par ces dispositifs de lieux. Et puis apparu à partir des années 80 une autre dimension qu'on a appelée la démocratie culturelle, qui était aussi à un moment donné la nécessité politique de reconnaître de nouvelles pratiques émergentes, qui est souvent liée d'ailleurs à la diffusion, à l'industrie culturelle, et qu'on a souvent d'une manière trop réductrice, réduite à des pratiques jeunes, mais qui sont évidemment plus larges que ça. Et donc la nécessité de reconnaître une multiplicité des formes d'expression artistique qui ne passent pas obligatoirement justement par les lieux dédiés ou par les formes instituées de la culture. Et donc la nécessité aussi de concevoir de nouvelles formes d'accompagnement, de dispositifs accompagnant ces formes d'émergence, qui est liée en même temps, le début des années 80, avec l'explosion de l'industrie culturelle, et donc une facilité aussi différente d'accès à la culture par la consommation de masse mondialisée, qui peut aussi évidemment contribuer à son nivellement, au nivellement de la culture. Donc vous voyez, en fait, ce débat-là, je crois qu'on ne l'a pas vraiment dépassé depuis une trentaine d'années. Et donc la question, alors vous ne doutez pas que je n'ai pas, hélas, la recette, et puis c'est pas ma fonction d'avoir des recettes. Je pense qu'effectivement c'est à la fois aux professionnels, aux décideurs et aux politiques de l'avoir. Mais en tout cas, je me permets de renvoyer effectivement cette question qui apparaît d'une manière récurrente dans les débats encore aujourd'hui. Donc comment trouver finalement des dispositifs plus adéquats pour accompagner les processus propres à un travail de la culture, donc en particulier des populations en situation précaire ou en relégation. Et peut-être, et c'est une proposition, c'est effectivement de partir de ces situations, de ces nouvelles situations du travail de la culture pour comprendre comment dépasser cette opposition entre dimension sociale et culturelle pour inventer ces nouveaux dispositifs. Alors, il y a évidemment, je parlais de l'industrie culturelle, des contradictions propres à cette explosion aussi de l'industrie culturelle qui finit par croire ou faire penser que tout est culture. Et nous savons, mais aussi qui apporte aussi toute une économie, toute une richesse. Nous savons que l'économie culturelle représente en France un des principaux secteurs d'activité. C'est fait aussi une des particularités. D'un côté, effectivement, l'industrie, comme toute industrie, tente à niveler pour vendre au plus grand nombre par la standardisation, et à la fois, il démultiplie les multiples niches culturelles, et chacun peut en quelque sorte être un consommateur culturel ciblé. Et ces mêmes supports culturels a permis aussi de diffuser d'un point de vue mondial ce qu'on appelle aussi la world culture, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on peut toucher différentes formes d'expression et formes esthétiques à travers le monde grâce à ces nouveaux supports, qui a commencé par le disque, puis ensuite l'image, et ensuite le numérique. Et c'est une nouvelle donne qui peut aussi nous amener, pas simplement en termes d'outils, mais aussi en termes de réflexion de dispositifs, c'est aussi l'avènement à partir des années 2000 de ce qu'on appelle la culture numérique. Effectivement, là, il y a une nouvelle donne
qui apparaît, qui justement dépasse la question justement entre ce qui serait la culture de l'industrie culturelle, la diffusion de l'industrie culturelle, et d'autre côté les fonctions du ministère de la Culture et des institutions dédiées, qui est le rôle effectivement aujourd'hui de la culture numérique, qui se borne pas, même si c'est sa définition, à la dématérialisation des supports culturels, mais elle bouleverse aussi notre rapport à la culture dans toutes ses dimensions humaines, sociales et économiques. Une des conséquences est ce qu'on pourrait appeler la naissance d'une culture individuelle, non seulement dans les pratiques culturelles dites légitimes, mais aussi la capacité à un moment donné de construire sa propre culture personnelle et son propre mode d'accès à la culture. Ce serait en quelque sorte une culture do-it-yourself, hein, qui s'inscrit dans une logique d'autofabrication où chacun vient piocher les éléments de la culture qui l'intéresse pour construire sa propre culture. Donc évidemment, ça remet en cause aussi toute la question de l'accès à la culture, puisque aujourd'hui, là aussi, cet accès passe par d'autres créneaux que les lieux dédiés ou les modes de diffusion classiques. Donc on sait par exemple, je ne vais pas citer des références d'études ou de statistiques, que les jeunes passent beaucoup plus de temps devant leur ordinateur que devant la télévision. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est plus dans un mode de consommation entre guillemets passif, même s'il n'y a jamais totalement de mode de consommation passif. La consommation est aussi une forme de création, de recréation de ce qu'on consomme. Mais on sait aujourd'hui que les jeunes préfèrent effectivement passer plutôt leur temps devant l'ordinateur, qui est là la capacité, à un moment donné, via des supports comme YouTube ou d'autres, d'aller piocher, de faire sa propre culture, d'aller piocher les éléments qui les intéressent, et en même temps de la diffuser, puisque ces éléments diffusés audiovisuels et multimédia leur permettent à un moment donné aussi de développer des nouvelles pratiques, et sans passer là aussi par les lieux de transmission classiques qui sont le conservatoire ou l'académie. Mais on aurait tort de réduire l'avènement de cette culture numérique, d'une part, donc à une question technologique. C'est plutôt la culture qui se saisit de la technologie pour développer un nouveau rapport au monde. Ce n'est pas la technologie qui crée la culture. Donc, même s'il y a une confusion, puisque les vendeurs, évidemment, de hardware, c'est-à-dire de matériel technologique, veulent nous faire croire qu'en achetant le dernier iPhone ou le dernier ordinateur, on est branché, c'est le contraire. C'est effectivement les pratiques culturelles qui vont se servir des nouvelles technologies pour gérer finalement une nouvelle façon de gérer son rapport au monde. Et donc on aurait tort de résumer cette culture numérique à une culture individuelle ou une addition de culture de chaque individu. On assiste, et vous aurez peut-être l'occasion d'en parler, de nouvelles formes aussi collectives à travers des consommations contributives et partagées, des cofinancements, de développement de circuits courts, de la connaissance open source, du coworking, des tiers-lieux. Je l'aborderai peut-être, si j'en ai un peu le temps aussi, de ces questions-là. Mais effectivement, il y a des nouveaux espaces, on pourrait appeler ça comme ça. Je les appelle les tiers-espaces parce qu'ils sont justement dans un entre-deux, entre les formes d'émergence et la culture instituée, qui sont des lieux à la fois d'échange, de diffusion et aussi de production et de création de la culture. Bref, si je devais résumer cette partie première de mon exposé, on change de paradigme puisque la question c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que finalement un projet culturel. Comment vous, structure sociale, vous pouvez intégrer cette dimension culturelle et comment vous, structure culturelle, vous pouvez intégrer ce travail de la société sur elle-même, ce qu'on pourrait appeler donc résumé par un projet culturel. Ce projet culturel, c'est en tout cas l'hypothèse que je pose, change de paradigme et passe d'une logique de ce qu'on pourrait appeler d'ingénierie culturelle à une logique de maîtrise d'usage. Donc l'ingénierie culturelle, c'est effectivement ce qu'on appelle les porteurs de projets, les opérateurs culturels, hein, qui construisent effectivement des cadres et vont ensuite rajouter ces éléments dans le cadre du projet avec des logiques d'évaluation de projet. Ça, c'est de l'ingénierie culturelle. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas toujours pertinent, que ça n'a pas toujours sa raison d'être, bien sûr, mais on change, je pense, profondément de paradigme, c'est-à-dire de manière de construire, de penser la culture, vers une logique de maîtrise d'usage. C'est-à-dire que ce n'est plus les ingénieurs, ce n'est pas des opérateurs qui créent les projets, mais c'est la manière dont on utilise les outils de la culture qui va construire de nouveaux projets. Internet, je viens de citer la culture numérique, en est finalement le révélateur, même si
cette maîtrise d'usage ne se réduit pas évidemment à la culture numérique. On penche évidemment aux friches culturelles. Alors c'est pas un mouvement non plus récent, les friches culturelles en France et en Europe, mais il existe effectivement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des tiers-lieux de la créativité territoriale, qui sont justement des lieux qui sont construits à partir de la manière dont les acteurs vont s'approprier les outils et occuper l'espace, et non pas en fonction d'un projet qui est décidé de l'extérieur. Donc là, je pense que franchement, on a un changement de paradigme qui est à la fois donc un changement de paradigme pour le projet culturel, mais d'une certaine manière de faire société aujourd'hui, puisque la culture est, c'est une manière de la définir, une manière de faire société. Donc, vous voyez, on ne peut pas aborder sereinement la question du travail de la culture entre champ professionnel, social, si nous ne commençons pas par déjà interroger ce qui fait culture aujourd'hui et envisager ensuite comment on peut articuler cela avec des nouveaux dispositifs. Et ce que j'appelle, moi, donc, comment instaurer finalement une nouvelle pensée politique de la culture, qui serait une manière aussi de redonner un souffle ou un sens aux politiques culturelles. C'est-à-dire, effectivement, peut-être aujourd'hui, cette nouvelle pensée politique de la culture doit émerger de ces formes d'expérimentation, de ces nouveaux espaces, de ces nouveaux acteurs, de cette nouvelle génération, pour ensuite créer des interfaces et interpeller les institutions qui ont leur rôle d'accompagnement, de soutien, pour dire, voilà, aujourd'hui, ce que peut être une logique de projet culturel, ce que peut être une logique de travail de la culture. Alors pour cela, je vais vous proposer quelques axes ou quelques outils de réflexion et essayer d'imaginer quels seraient peut-être les dispositifs qui correspondent à ces axes. Un fondamentale définition de la culture, c'est effectivement, et c'est quand même bon de le rappeler, que la culture est avant tout un rapport. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, une essence, une identité qui nous viendrait du passé et qui serait immuable, mais elle se construit toujours dans un rapport à l'autre, puisque la culture, d'une certaine manière, c'est aussi une de ses définitions, est une réponse aux conditions de vie, la capacité de s'adapter, de transformer son environnement. Il n'y a donc en quelque sorte jamais d'idiot culturel ou de personne sans culture, dans le sens où chaque individu, quel que soit son parcours d'expérience, construit ses propres méthodes pour répondre à ses conditions de vie. Alors ça peut être des systèmes de débrouille, ça peut être un art de bricolage, parce que ça peut être aussi des formes artistiques qui se revendiquent de cette forme-là aussi de bricolage. Mais d'une certaine manière, il y a aujourd'hui, et peut-être plus aujourd'hui qu'hier, la culture se construit à travers cette définition de la nécessité aujourd'hui de comprendre et de répondre de manière différente à son environnement. Ou, dit autrement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui les espaces du commun? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une diversité peut se regrouper? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui une communauté de destin? C'est vraiment des débats, vous voyez, qui sont aussi politiques. Hein. Et cette notion-là de la culture, du travail de la culture, évidemment, s'oppose à une version qu'on pourrait appeler culturaliste de la culture, qui voudrait dire que les gens se comportent en fonction de leur appartenance culturelle. Et on a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'un racialisme culturel qui enferme effectivement la culture dans des formes identitaires figées. On le voit dans le débat aujourd'hui à travers la question des Roms, à travers la question de l'islam, etc. Comment finalement ces questions-là sont traitées par un enfermement de la culture dans des identités figées. Alors que justement le travail de la culture est exactement le contraire et que la manière de concevoir justement l'accompagnement, le travail, l'intégration de ces populations-là n'est pas justement les enfermer dans une identité, mais comprendre comment eux amènent des réponses à leur environnement, quelle méthodologie ils mettent en place pour répondre à leur environnement et construire quelque chose avec eux.
Donc vous le voyez, on est toujours, et c'est une autre façon aussi de définir ce rapport de la culture, dans un rapport de domination, de la manière de concevoir la culture, et que le rôle justement à un moment donné de la culture, c'est de s'émanciper, de se libérer, de faire œuvre. C'est une réalisation évidemment toujours inachevée, puisque ce qui définit ici aussi une condition humaine, et ça c'est pas propre à aujourd'hui, c'est qu'on est toujours des êtres en devenir, que notre origine est toujours quelque chose qui se construit devant nous et pas derrière nous. Et en cela, on ne peut pas figer effectivement les personnes, on est dans une logique de mouvement. Donc c'est des rappels qui peut-être peuvent paraître des évidences, mais qui me paraissent importants justement de souligner dans le débat aujourd'hui qui agite entre autres notre société. Et donc là, c'est aussi une manière de replacer le travail de la culture au centre. Et encore une fois de dire, il n'y a pas de personnes sans culture et d'idiots culturels. Chacun développe des méthodologies, des dispositifs, même s'ils ne sont pas obligatoirement validés et reconnus. Peut-être ce serait intéressant de partir de ça. Et d'une certaine manière, l'expérience esthétique est une manière de prendre conscience de cette relation entre émancipation et transformation. C'est ainsi que les œuvres d'art se socialisent d'une certaine manière. Elles nous parlent et prennent un sens social dans un contexte. Et ils ont une propriété justement de révéler, à travers une convention symbolique, la partie universelle de ce travail de la culture. Puisque tout travail de la culture, par définition, il est particulier, il est lié à un contexte. Mais la manière d'y répondre est universelle. Si vous prenez, évidemment, je prends l'exemple classique de la culture noire nord-américaine, elle est née dans les conditions que vous le savez, qui sont liées au départ à l'esclavage, au ghetto, à la ségrégation raciale. Et ce qui a porté réponse à ces conditions-là, c'est par exemple toute la culture, toute la musique noire, du jazz au blues jusqu'à aujourd'hui, les dernières formes émergentes, qui a drainé, diffusé dans l'ensemble de la planète, et chacun peut s'y reconnaître et, à travers ces formes-là esthétiques, construire sa propre culture et répondre à ses conditions de vie. Donc chaque culture est au départ particulière et, grâce à l'art, acquiert effectivement une dimension universelle quand l'art se socialise. Quand aujourd'hui un collectif comme Art Solutions en Tunisie investit la rue par la danse, elle porte à la fois un acte politique et poétique. Notre pays s'enfonce dans la crise et nous sommes divisés. Notre devoir de citoyen, c'est de nous rassembler. La danse est un moyen de le faire. C'est comme cela qu'on vit. On danse dans la rue pour sortir le corps et de la logique du spectacle, pour investir d'autres lieux. Chez nous, le spectacle n'est pas accessible à tout. Il est réservé à une élite. Danser dans la rue, c'est une invitation à l'autre. C'est lui dire, viens, tu peux y participer. Tu as le choix entre être spectateur ou être acteur et de danser. C'est ce qui se passe à chaque fois. Donc vous voyez, bon, c'est pas non plus nouveau de réinvestir la rue. On l'a connu aussi en France, paradoxalement, il y a une trentaine d'années. Puis ces formes-là d'intervention dans la rue se sont plus ou moins d'ailleurs instituées. Et de l'autre côté de la Méditerranée, on réinvestit la rue justement pour replacer l'art au centre et socialiser l'art comme un outil aussi de réponse aux conditions, enfin permettre à chacun de s'approprier et construire sa culture en réponse aux conditions de vie. Donc vous voyez, c'est un processus continuel où les formes esthétiques se réinvestissent, se resocialisent et deviennent effectivement, alimentent un travail de culture. Donc il n'y a pas d'un côté le social et de l'autre côté l'art, mais effectivement bien un processus que moi j'appelle le travail de la culture. La question, c'est de savoir effectivement quels sont aujourd'hui les dispositifs qui permettent d'accueillir ce processus. Cela renvoie en France à la question de notre posture. Je parlais de division. Souvent, ce qui empêche justement à ce travail de la culture d'être validé, accompagné, développé, c'est justement la division qui est liée à cette fracture historique dont je parlais et la professionnalisation entre ce qu'on pourrait appeler agent, acteur et auteur. Et donc là, c'est une manière de réfléchir sur notre posture socio-professionnelle. Comment, à un moment donné, faire en quelque sorte un pas de côté pour, à un moment donné, se repositionner. Quand on est agent, comment devenir acteur. Quand on est acteur, comment devenir agent. Et comment être auteur. Alors, je précise un peu ces trois postures d'agent, acteur, auteur. La professionnalisation du métier de la culture a conduit finalement des acteurs culturels à devenir agents. Qu'est-ce que c'est finalement le rôle d'agent? Il définit
Enfin, c'est un rôle qui est défini finalement par un poste, par une hiérarchie, une fonction dans une institution. On est agent quand on est missionné, hein, et c'est votre cas je pense pour la plupart, pour accomplir donc un travail, pour accomplir un objectif sur un territoire en fonction de tel ou tel champ d'activité, qu'on vienne du champ social ou du champ culturel. Et par exemple, pour promouvoir l'accès à la culture, le projet culturel, d'inscrire l'accueil d'artistes dans les projets, etc. Donc l'agent est un acteur en quelque sorte institutionnel. Son rôle ne devrait pas simplement pourtant d'être courroie de transmission, exécutant d'un pouvoir, mais aussi il devrait pouvoir provoquer un travail de l'institution sur elle-même, autrement dit interroger votre projet culturel chacun dans votre structure, que vous venez du milieu culturel ou du champ social. Sinon, évidemment, si vous vous conformez uniquement à la mission, nous l'avons vu, cette mission est prédéterminée, que vous le vouliez ou non, par cette division historique entre champ social et culturel. À un moment donné, on n'en sort plus. Voilà. Donc à un moment donné, ce n'est pas évidemment remettre en cause la posture d'agent, mais c'est dire effectivement comment l'agent peut s'interroger et poser la question au sein de son institution. Ce qui fait qu'il devient acteur. C'est-à-dire qu'il, tout d'un coup, du rôle d'agent, il devient aussi acteur d'un projet culturel qui peut rentrer en conflit avec sa mission. Donc là, c'est comment se gère ce rapport entre agent et acteur. Puisque la posture d'acteur, elle ne se définit pas par une mission, mais par une capacité d'agir, c'est-à-dire de transformer des matériaux physiques ou sociaux pour répondre, comme nous l'avons vu, aux conditions de vie. C'est ce que j'appelle donc tout à l'heure le travail de la culture. L'action provoque une réaction, particulièrement lorsqu'on agit sur les matériaux humains, qu'il s'agisse d'interventions artistiques, du travail socioculturel. On transforme des matériaux et ces matériaux nous transforment. Mais l'acteur ne devrait pas être simplement être réactif, mais aussi proactif, c'est-à-dire la capacité à un moment donné de provoquer des situations pour imaginer justement des nouveaux dispositifs. L'acteur n'est pas quelqu'un qui est là pour reproduire une action existante, mais pour imaginer ou réagir par rapport à ce qu'on lui renvoie, mais aussi proposer aussi de nouvelles situations. C'est un peu la notion d'empowerment, hein, c'est-à-dire la capacité à un moment donné, qui est issue finalement des luttes sociales, hein, même si une version plus, j'ai envie de dire, néolibérale d'empowerment, qui est de dire adaptez-vous face aux déficiences de l'État, répondez par vos propres moyens à vos conditions de vie. La capacité à un moment d'agir de l'acteur est née finalement de cette nécessité de se saisir des outils, de répondre, de créer des nouvelles situations. Et la troisième dimension entre acteur et agent, c'est la dimension d'auteur. C'est à un moment donné comment on peut, d'une certaine manière, ce processus, cette relation entre agent et acteur, comment ce qu'amène ce processus peut servir de nouveau référentiel. Comment on peut le diffuser. Cette signature, elle peut être individuelle, elle peut être collective. Souvent, on réduit la notion d'auteur à la dimension, j'ai envie de dire, de propriété intellectuelle. Pour moi, elle le dépasse. Ça peut être aussi un travail collectif et qui permet justement d'identifier les processus. L'auteur pose des référentiels et ces référentiels permettent à chacun de se repérer dans un cheminement. Par exemple, la culture numérique s'inspire plus d'une logique open source, c'est-à-dire de dire on est co-auteur des processus, hein, on est coproducteur, par exemple, des travails de la culture, de la production culturelle, et selon le principe que plus on partage, plus on devient riche. Donc c'est la logique de la culture numérique s'inscrit effectivement dans cette logique-là du partage. Donc on voit ces trois postures, agent, acteur, auteur, comment justement la questionner aujourd'hui dans vos structures. Alors, comme on a vu, les configurations socio-professionnelles souvent bloquent, ils figent ces postures dans des rôles, c'est-à-dire qu'on est agent, on ne peut pas être acteur, qu'on est acteur, on ne peut pas être agent, etc. Donc travailler sur les postures, c'est aussi travailler sur les formes de légitimation. Par exemple, les animateurs sont souvent délégitimés dans leur faculté à parler et agir en matière de culture. On les traite de socioculturels, etc. Alors qu'ils peuvent très bien, évidemment, développer, réfléchir, fabriquer, inventer en termes de culture, travailler avec des artistes,
mais ils ne sont pas légitimés en forme, dans leur logique d'agent culturel. Donc peut-être qu'il faut déjà les reconnaître comme acteurs culturels pour ensuite les missionner comme agents culturels. Donc vous voyez la relation est une tension, mais qui n'est pas une opposition. Donc accorder du poids à la parole des différents protagonistes d'une situation pour qu'ils puissent intervenir dans ces situations et les légitimer. Donc c'est finalement une négociation perpétuelle, un ajustement continuel entre ces différents rôles. De même, quand on parle, et ça revient souvent dans les projets, par exemple, de la place des habitants. Hein. C'est un leitmotiv sous le label participation, qu'on peut aussi d'ailleurs questionner. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement participer à un projet culturel si les participants, justement, ne peuvent pas eux-mêmes s'auto-missionner sur un projet culturel? En quoi, effectivement, un habitant peut à un moment donné apparaître comme légitime pour être co-auteur du projet culturel, par exemple. Être donc aussi actrice, mais devenir aussi agent, même si au départ, cette mission n'est pas commanditée par une institution. Et donc là, c'est peut-être aussi la proposition aussi de ceux qui accompagnent ce travail de la culture, de permettre à ces acteurs de devenir aussi agents dans le sens de pouvoir s'auto-missionner. Alors il y a des programmes comme la Fondation de France, hein, qui s'appellent les nouveaux commanditaires, qui permettent effectivement à des acteurs, par exemple, d'inviter un artiste dans les quartiers. Et donc là, on renverse la proposition, effectivement. C'est effectivement les acteurs qui sont commanditaires de la proposition artistique. Alors souvent, accorder une légitimité, là aussi on est dans une tension, parce qu'accorder effectivement une légitimité d'agent à un acteur populaire, alors j'entends par acteur populaire justement au départ celui qui n'est pas missionné, qui n'est pas reconnu dans sa maîtrise en quelque sorte d'usage. Souvent, c'est accorder cette légitimité à un acteur populaire, pour le professionnel, peut aussi être compris comme une sorte de remise en cause de son propre statut. Donc là aussi, il y a une tension de dire, accorder une légitimité à l'autre, c'est pas enlever la légitimité à sa posture. D'accord. Bon. Ça, évidemment, pose la question, ça renvoie aussi la question de la notion de public. Hein, puisque c'est aussi, là, comme le terme de participation et d'habitant, c'est un terme qui revient souvent dans les projets culturels. Qu'est-ce qu'un public? Et par opposition, qu'est-ce que serait un non-public? Hein, voilà, bon. Est-ce que c'est des personnes non cultivées qui ne fréquentent pas les lieux culturels? Est-ce ça un non-public? Un bénévole, un habitant, un militant ou un professionnel n'a-t-il pas une vision sur de la culture et des compétences justement en tant qu'acteur? Donc un public n'est pas simplement un consommateur d'un spectacle, un consommateur de la culture, il peut être aussi acteur de la ville, être créateur ou transformateur de culture en réponse aux conditions d'existence. Donc il pose des problématiques, des enjeux de vie et des envies de vivre. Voilà. Donc on peut imaginer là aussi, je parlais tout à l'heure de la commande populaire, la capacité de s'auto-missionner pour développer un projet culturel, imaginez aussi que le public soit aussi coproducteur. Je pense par exemple au réseau qui se développe aujourd'hui de ce qu'on appelle les AMAP culturels, c'est-à-dire à un moment donné comment des habitants, des acteurs peuvent cofinancer et coproduire un projet culturel. Bien sûr, l'artiste reste aussi dans son travail artistique, le travailleur social reste dans sa logique de travailleur social, mais à un moment donné, c'est en quelque sorte le projet qui les réunit, sans d'ailleurs savoir obétamment ce que va devenir cette production artistique, puisque un peu comme le panier du paysan, on commande un panier, on ne sait pas à la fin ce qu'il y aura dans le panier, mais le principe de la MAP, c'est qu'on est coproducteur de ce travail-là. Et donc c'est une logique de consommation contributive en quelque sorte, qui se développe. C'est aussi une logique de circuit court, puisque c'est aussi dans une logique de territoriale de proximité, permettre voilà, à des populations, des acteurs, de développer aussi et découvrir des nouveaux espaces de créativité sur le territoire qui ne sont pas obligatoirement des lieux. Alors il y a les lieux dédiés, hein, il y a le théâtre, il y a les lieux aussi de transmission, le conservatoire, mais il peut aussi avoir d'autres lieux qui peuvent accueillir cette coproduction culturelle, comme on l'a vu à travers la culture numérique, à travers des tiers-lieux, des tiers-espaces, etc. Donc vous voyez, on arrive finalement à une forme écosystémique, hein, pour reprendre aussi, on rentre vraiment dans une logique d'éco-développement. On n'est plus dans la séparation entre public et non public, population et professionnel,
mais finalement dans une logique de coproduction. La logique d'écosystème se base sur 3 éléments. La première, c'est effectivement la capacité d'accueillir une diversité, hein, c'est-à-dire effectivement ne pas diviser par exemple les publics, les acteurs en termes de catégories, mais effectivement des espaces qui puissent mettre en relation une diversité. L'autre dimension de l'écosystème, c'est créer justement des jeux d'interaction, c'est-à-dire comment être interdépendant, c'est le jeu de la transaction, de l'offre et la demande, comment construire des nouvelles formes de transaction, de l'offre et la demande. Et donc chacun est quelque part interdépendant, hein, de ce système-là économique. Et la troisième dimension de l'écosystème, c'est la régulation. C'est qu'à un moment donné, il y a des formes, on fait confiance finalement au système pour trouver les propres réponses à ces problèmes. Voilà. C'est de dire finalement les réponses ne viennent pas d'en haut, mais dans la capacité effectivement au système à y répondre. Et donc on se donne les outils pour y répondre. Et donc ça permettrait, puisque je crois mon temps est bientôt terminé, de considérer justement d'avoir une approche systémique de la culture, et donc de ne pas séparer ce qui a été encore une fois une séparation historique, par exemple les processus de sensibilisation, de création, de transmission et de diffusion. Si vous voyez la manière dont est construit ces processus, bien souvent, elle est répertoriée en fonction de lieux, par exemple, dédiés. Hein, il y a des lieux consacrés plus à la diffusion, des lieux consacrés plus à la transmission. On laisse la sensibilisation plus, par exemple, au secteur socioculturel. On voit qu'il y a une division du travail de la culture qui est préjudiciable justement à ces formes écosystémiques. Donc comment rétablir une nouvelle synergie entre ces processus qui dépassent justement la segmentation entre les fonctions, entre les secteurs d'activité, entre les lieux. Hein. Comment créer justement, instaurer autrement une multiréférentialité, c'est comment aborder ces multiples dimensions de la culture dans une logique plus que même interdisciplinaire, j'ai envie de dire transdisciplinaire. Ça, comment dépasser effectivement les catégories socio-professionnelles pour construire finalement sa propre réponse, donc sortir aussi des champs disciplinaires. Ou dit autrement, je citerai, ça peut être une forme de conclusion, tout le travail que vous connaissez d'Edgar Morin sur la complexité, hein, c'est de dire effectivement, un peu comme les fils d'une tapisserie, hein, le tout est dans la partie qui est dans le tout, un tout est plus que la somme des parties qui la constituent. Donc c'est une approche qui permet d'accéder au réel dans sa totalité, de restituer finalement l'individu dans l'ensemble de sa dimension de travail de la culture. Et c'était d'ailleurs un des projets aussi du développement culturel, c'est qu'on ne peut pas séparer le culture du social, mais aussi du développement économique, et donc de tirer vers le haut un ensemble, et donc de travailler, de considérer cet ensemble comme une complexité. On n'est pas dans l'addition des activités, des pratiques, des individus et des secteurs, on est dans une relation, ces éléments entrent en synergie, et ces synergies forment quelque chose, d'ailleurs dont on n'a pas obligatoirement aujourd'hui, on n'en connaît pas obligatoirement ce qui va devenir, hein, mais on est en train de construire effectivement des nouvelles formes, ce qui permet justement de relier ces 3 dimensions systémiques aussi de la culture, de ces 3 fonctions de la culture, qui est la culture donc vivante, celle qui permet aujourd'hui de faire communauté, de faire société. La culture transmise, c'est à un moment donné comment transmettre cette culture vivante à travers des formes esthétiques, à travers des modes de transmission. Et la culture symbolique, représentant par le travail artistique, c'est comment aussi mettre en lumière ce travail de la culture, en faire reconnaître sa dimension universelle. Donc je vous renvoie, et c'est peut-être, c'est l'objet de cette intervention, c'était mettre un peu en décalage, re-questionner justement ce travail, effectivement la question d'imaginer finalement quels seraient aujourd'hui ces dispositifs qui permettraient d'accompagner ces processus, qui permettraient de développer ce travail de la culture. J'ai laissé quelques pistes, hein. Je vais parler de circuits courts à travers les amas culturels, je parlais de tiers-lieux de la créativité, voilà. Il y a quelques pistes comme ça qui sont liées, qui ne sont pas liées de mon imagination, mais qui sont liées à des expérimentations concrètes qui se développent aujourd'hui, qui se mettent en réseau. Je pense qu'il y en a d'autres, évidemment. Il y en a sûrement aussi dans cette région qui émerge et qui permet aujourd'hui de replacer justement ce travail de la culture au centre. Voilà. Je vous remercie.